Bienvenue sur le podcast de Naturisme TV. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Merci, ravi de vous rejoindre pour cette belle analyse. Aujourd'hui, on va faire un plongeon vraiment fascinant. Imaginons une seconde, la France de 1956. Oh, une autre époque? Bah oui, complètement. Une société d'après-guerre, super conservatrice, corsetée dans des codes moraux vraiment stricts. Ou montrer une épaule sur la plage, ça faisait un scandale. Exactement. Et dans ce contexte super rigide, deux frères viticulteurs dans le Languedoc prennent une décision. Franchement, ça relève de la science-fiction pour l'époque. Ouais, un pari totalement fou. Ils transforment leurs terres arides au bord de la Méditerranée en un sanctuaire immense dédié à la nudité intégrale. Et à la liberté corporelle, ouais. C'est ça, et c'est notre dossier du jour. On va décortiquer ensemble l'écosystème du centre naturiste René Oltra, au Cap d'Agde. Un lieu mythique, en fait. Mais on va pas juste faire le tour du propriétaire des 39 hectares. L'idée, c'est de comprendre comment ce microcosme fonctionne vraiment. C'est toute une organisation, ouais. Du coup, comment on gère la frontière entre le monde habillé et ce village nu? Et surtout, comment la charte naturiste crée un contrat social complètement unique. La clé pour comprendre, je pense, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un camping, tu vois. C'est une vraie expérimentation sociale depuis presque 70 ans. 70 ans déjà, c'est dingue. En 2026, ouais, ils fêtent leurs 70 ans. René et Paul Oltra, ils ont eu un vrai coup de génie. Ils ont senti que la société allait avoir ce besoin énorme de se reconnecter au corps et à la nature. Alors qu'au départ, c'était une question de survie économique pour eux, non? Tout à fait. Face aux crises viticoles, il fallait se diversifier. Mais choisir le naturisme familial, c'était d'une audace folle. Carrément. Et s'il dure depuis si longtemps, c'est grâce à la gestion super fine de cette fameuse frontière avec l'extérieur. On rentre pas là-bas par hasard. Ah bah justement, c'est un point super intéressant. Pour les auditeurs qui connaissent pas, il y a un espèce de paradoxe. Lequel? Le naturisme, ça prône la liberté absolue, l'absence d'entrave, mais pour accéder à ce camping, le parcours ressemble un peu à une zone de haute sécurité. Ah oui, vu comme ça, c'est vrai. Il faut passer par le service des entrées du village naturiste, obtenir une carte d'accès spéciale, et ça c'est indépendant de la réservation du camping. Ouais, le contrôle est strict, 365 jours par an. Du coup, comment on concilie une idéologie de liberté totale avec un accès aussi contrôlé et bureaucratique? En fait, le paradoxe, il est juste apparent. En sociologie, on voit souvent que pour créer une vraie bulle de liberté à l'intérieur, il te faut une membrane extérieure super solide. Ah, d'accord. Une protection en gros. C'est exactement ça. Le village naturiste, c'est un écosystème très vulnérable. Si n'importe qui rentrait librement avec ses vêtements ou juste pour du voyeurisme, le sentiment de sécurité disparaîtrait. Bah oui, parce que la nudité, ça rend vulnérable. Voilà. Ce contrôle, cette carte obligatoire, ça garantit que tous ceux qui franchissent la barrière acceptent les règles du jeu. C'est un vrai filtre psychologique. Et physiquement, ça se passe comment pour pas que ça soit trop lourd? Ils ont pas mal modernisé le truc. Pour les séjours de plus de 3 jours, tu peux précommander la carte jusqu'à 35 jours avant ton arrivée. Ah, hyper pratique. Ouais, et tu reçois un digicode par SMS 24 heures avant. Ça fluidifie l'entrée à la barrière de gauche, mais le filtre reste intact. C'est un vrai sas de décompression. Un sas pour passer du stress de la route au lâcher-prise. Et justement, après ce sas physique, il y a la transition psychologique. C'est là que la charte naturiste entre en jeu, ouais. Voilà. Pour les habitués, c'est évident, mais pour ceux qui débutent, il y a vraiment une approche pédagogique à avoir. C'est clair, on retire pas juste son pantalon comme ça. Non, voilà. Le règlement, il a des obligations précises. Nudité intégrale à la plage, sur les 2 km de sable, à l'accès 4 pour la baignade surveillée et aux douches. Et tenue naturiste partout ailleurs, oui. Mais au-delà de la règle de base, je trouve ça fascinant comme outil de nivellement social. C'est le cas, non, hein? C'est carrément le moteur du vivre ensemble. Tu sais, dans notre société classique, le vêtement, c'est le marqueur social numéro 1. Oui, ça montre ton salaire, ton métier. Exactement. Le PDG et l'ouvrier, une fois nus, ça redevient juste 2 êtres humains. Plus aucune hiérarchie. C'est beau dit comme ça. Mais du coup, pourquoi la charte a besoin d'être aussi stricte sur certains détails? Parce qu'on vit dans une société qui sexualise la nudité à outrance, la charte doit rappeler que le naturisme, c'est le respect, pas l'érotisme ni l'exhibitionnisme. Ah oui, c'est très clair là-dessus. C'est la ligne rouge. Tout comportement contraire aux bonnes mœurs, c'est un avertissement direct et après exclusion immédiate. Ce qui rassure les familles, en fait. Bah oui, c'est pour ça que les gamins peuvent courir partout en toute sécurité. Le corps nu est l'état naturel, pas une invitation sexuelle. D'ailleurs, le règlement bannit même explicitement les bikinis et les strings. C'est marrant, ça vise vraiment les artifices. Ouais,
Tout ce qui sert à séduire ou à dissimuler, on enlève. Transparence totale. Et ce respect, ça va au-delà du corps. J'ai vu que ça touchait aussi aux trucs très terre-à-terre. Vitesse des voitures, tri des déchets, gestion de l'eau, et même le bruit. C'est la suite logique, tu vois. Si tu respectes le corps de l'autre, tu respectes ses oreilles et son environnement. Donc, silence absolu la nuit. Voilà. Le naturisme, c'est holistique. Les cendriers de plage, jetables, l'économie d'eau, c'est pas du greenwashing. C'est l'idée de faire corps avec le milieu naturel. Et quel milieu! On parle de 39 hectares d'infrastructures adossées à un littoral super préservé. L'aménagement du terrain est pensé pour ça, non? Carrément. La zone dunaire, c'est pas juste joli, c'est une réserve naturelle protégée par arrêté préfectoral. Tout est articulé pour respecter ce cordon dunaire. Qui protège des assauts de la mer, c'est ça? Mais parlons un peu des emplacements eux-mêmes, parce que l'offre a vachement évolué pour 2026. Ouais, ils essaient de résoudre des équations sociales assez complexes avec ces aménagements. Par exemple, l'accessibilité. Il y a maintenant des emplacements PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. C'est un sujet hyper important. Et c'est pas juste une rampe en bois, on parle de bloc sanitaire conçu pour 4 emplacements PMR. L'inclusion corporelle prend tout son sens là. C'est un symbole très fort. Dans le monde extérieur, le corps handicapé est souvent caché ou un peu marginalisé. Alors que le naturisme célèbre la diversité des corps, les cicatrices, tout ça. Exactement. Adapter l'espace pour que des personnes à mobilité réduite soient autonomes, c'est aligner l'architecture sur la philosophie. Et le fait de partager un bloc sanitaire pour seulement 4 emplacements, ça change quoi, enfin? Ça réduit les trajets, ça évite les équipements médicaux stigmatisants, et surtout ça préserve l'intimité, tout en créant du lien entre voisins immédiats. C'est super bien pensé. Par contre, il y a une autre nouveauté qui fait un peu plus débat, non? Hein, tu veux parler des emplacements premium? Oui, voilà. Dans la fameuse allée mer et plage, des parcelles avec sanitaire privé et kitchenette individuelle. Ouais, ça fait réagir. Mais du coup, le camping, depuis toujours, la sociabilité, ça se passe au bloc sanitaire commun, on fait la vaisselle, on papote. C'est le cliché classique, oui. Si on privatise tout ça sur la parcelle, on risque pas de dynamiter le lien social, de créer un camping hyper individualiste. C'est la grande critique des puristes des années 70. Mais en fait, il faut regarder la démographie. Le naturisme européen vieillit. D'accord, donc les besoins changent. Voilà, une partie des habitués veut plus de confort avec l'âge. Sans ces offres premium, ils partiraient louer des apparts fermés ou des hôtels. Et donc, ils se couperaient de la nature. C'est ça. Le premium, c'est un compromis. Oui, le sanitaire est privé pour l'intimité, mais la kitchenette est en plein air. Tu cuisines toujours dehors, au vu de tes voisins. Ah oui, donc les interactions se font par-dessus la haie au lieu de se faire aux douches. Exactement. La vie au grand air et la nudité au quotidien sont préservées. C'est juste une adaptation vitale pour pas que le système se momifie. Je vois, mais si la vaisselle en commun c'est fini, il faut recréer des espaces pour se rassembler. C'est pour ça qu'ils ont repensé l'entrée du camping. Oui, le nouvel espace Agora. Rien que le mot c'est fort. C'était la place publique dans la Grèce antique. C'est le nouveau cœur piéton du domaine. Et avec un grand chapiteau pour les spectacles. On vire les voitures, on met une scène et on force les gens à se croiser à pied. C'est une vraie correction urbanistique. Si tu privatises le confort sur les parcelles, tu dois surinvestir l'espace public pour garder l'esprit de village. Ça fait sens. L'agora oblige à flâner. Dans un monde où le numérique nous enferme tous, obliger des milliers de résidents à converger physiquement, sans vêtements, vers une place, c'est très puissant. C'est là que la foule redevient un collectif. Et ce besoin d'action physique, on le retrouve aussi vachement dans les services sportifs, je trouve. Ah, le pool sportif, c'est devenu un truc énorme. Non mais la salle ultra fit, on est loin du vieux bungalow avec 2 haltères qui grincent. C'est 370 mètres carrés, climatisés. Avec des machines techno-gym connectées de dernière génération. Oui, cardio, muscu, yoga. Et en plus, il y a la base nautique Paralia pour le canoë-kayak. Pourquoi un tel déploiement sportif? Parce que dans le naturisme, le rapport au corps, c'est pas juste faire la crêpe au soleil. Quand ton corps est visible en permanence, tu en as une conscience aiguë. C'est pas une quête esthétique comme à Paris ou ailleurs. Non, c'est entretenir la machine par laquelle tu interagis avec ce monde. La salle Ultrafit montre qu'on a compris l'importance de la santé préventive. Et il y a aussi la récup, j'ai vu. Sauna, hammam, massage. Voilà, c'est un circuit vitalité complet. Et s'entraîner nu, ou presque, ça change tout. Tu vois tes muscles travailler, tu observes ta respiration. C'est une réappropriation physique totale. C'est génial pour des adultes, mais pour les ados. Le centre Ultra, c'est super familial. Et l'adolescence, c'est le royaume de la pudeur et des complexes. C'est souvent le plus gros défi des centres naturistes, clairement.
Comment on garde un ado de 15 ans dans cet environnement sans le braquer? J'ai vu qu'ils avaient un club ado pour les 13-17 ans et un espace Cosmos. Ils ont opté pour un dosage très subtil entre encadrement et liberté. Les ados détestent qu'on les infantilise. Bah oui, c'est normal. Du coup, l'espace Cosmos, c'est pas une garderie, c'est leur territoire. L'idée, c'est de créer une sous-communauté. Entre eux, sans les parents à côté, le poids de la nudité s'envola. Les activités, c'est juste un prétexte en fait, hein. Complètement. Le vrai but, c'est de rire, d'interagir dans cet état de nature. Et tu sais, ça leur forge une immunité incroyable contre les filtres d'Instagram ou de TikTok. C'est clair, ils voient des vrais corps, normaux, avec leurs défauts. Une vraie éducation à la tolérance. C'est inestimable pour cette génération. Et en parlant d'authenticité, on termine avec un truc inattendu. L'arrivée d'un vrai potager dans le camping. Ça, c'est la petite révolution écolo sympa. Cultiver des tomates et des courgettes au milieu des vacanciers, c'est pas banal. Ça s'intègre comment avec leurs restos comme le Sun Beach ou le Troquet de René? C'est symbolique mais puissant. Le naturisme des années 30 était super lié au végétarisme et au travail de la terre. Ah, on l'avait un peu oublié avec le côté juste vacances. Exactement. Ce potager, c'est remettre les mains dans la terre. Il fournit des herbes fraîches en circuit ultra court au restaurant. Donc le client au Troquet de René, il mange ce qui pousse à côté de sa tente. C'est de la pédagogie par l'action. Le site ne fait pas que consommer de l'espace naturel, il devient producteur. Eh ben quel tableau! On part d'une frontière stricte née en 56, on passe par une charte qui gomme les classes sociales, on traverse 39 hectares adaptés à tous, PMR comme premium. Et on finit par recréer du lien social sur l'agora et cultiver son propre potager. Une vraie trajectoire fascinante. Pour conclure cette analyse, qu'est-ce qu'on doit en retenir sur le fond? Je dirais que ça met en lumière une tension majeure de notre époque. On est tous isolés derrière nos écrans, obsédés par le virtuel. C'est vrai, tout se dématérialise. Ce lieu prouve que notre besoin de tangibilité est énorme. L'agora, le sport, la terre du potager. Se dévêtir dans un cadre sécurisé, c'est pas un retour primitif. En fait, forcer l'humain à exister juste par sa physicalité, c'est peut-être l'acte de résistance sociale le plus puissant aujourd'hui. Et c'est sur cette très belle réflexion que s'achève notre plongée au cœur du centre René Oltra. Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir suivi cette analyse détaillée. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Naturisme TV pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes consacrés à cet art de vivre. Il y a toujours des choses surprenantes à découvrir. À très bientôt pour un nouveau dossier.